Bonjour à tous, donc j'ouvre le bal alors pour Spastis.tech. J'ai le petit challenge de vous parler d'IA et de ses implications en 15 minutes. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors un petit mot pour commencer sur moi. Je suis data scientist depuis environ une dizaine d'années. Je co-dirige avec Lucille Brun qui interviendra après un collectif qui s'appelle Adalab. On est un collectif de freelance dans la data et l'intelligence artificielle qui s'intéresse principalement au sujet de la santé et de l'environnement. À côté de ça, je m'occupe aussi de la communauté Data for Good, qui est une communauté de bénévoles impliqués dans les projets impact positif. Et on remercie d'ailleurs la briqueterie de nous accueillir aussi souvent. Avant de commencer à parler d'intelligence artificielle, la tâche la plus difficile, c'est de définir l'intelligence. Donc j'ai pris, pour qu'on s'entende tous sur savoir de quoi on parle, une définition qui revient assez souvent. Je vous propose l'ensemble des théories, des techniques qui confèrent aux machines la capacité d'accomplir des tâches attribuées aux êtres intelligents, les humains par exemple, ou les animaux. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé de quand date l'intelligence artificielle. On pourrait penser qu'en fait c'est assez récent puisque on n'entend parler que depuis récemment, mais en fait elle date des années 50. En fait, elle a été inventée exactement en 56. Et ce petit schéma, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme vous pouvez le voir sur la petite frise. Il y a eu des âges d'or, des périodes dans lesquelles il y a eu un intérêt massif de la recherche, de l'investissement dans l'intelligence artificielle, suivi de phases qu'on a appelées les hivers. Et donc, avant d'atteindre la phase qui est à la fin de la frise, qui est la nôtre, en fait, il y a eu beaucoup de rebondissements. Donc aujourd'hui, on s'intéresse en particulier à une forme d'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning, dont on va parler un petit peu en détail. Donc, si on devait essayer de positionner l'intelligence artificielle qu'on utilise quasi exclusivement aujourd'hui, elle est là, c'est l'apprentissage automatique. Ce qui est assez dingue, c'est que dans la plupart des applications dont vous allez entendre parler, on va parler quasiment que de ça, et pas de tout le reste. C'est un peu triste déjà, mais c'est un peu la star de l'intelligence artificielle en ce moment. Et le deep learning, c'est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique. Justement, du coup, pourquoi donc, du coup, si on se demande un petit peu, voilà, le machine learning, à quoi ça correspond? Donc, c'est une branche de l'IA particulière, puisqu'en fait, elle va utiliser des méthodes statistiques. Et on va en reparler après de ces implications-là. Et en gros, l'idée intéressante, c'est de donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données. Et pour ça, on leur programme pas explicitement la réponse. Ça, par exemple, si on devait comparer ça au GPS, le GPS, il doit trouver son chemin d'un point A à un point B et on lui donne la façon de procéder pour résoudre le problème. Ici, dans le machine learning, la machine, elle apprend à partir des données. Et apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? En termes informatiques, ça va vouloir dire augmenter ses performances pour une tâche donnée. Et donc, cette forme d'intelligence artificielle, c'est celle qu'on rencontre le plus souvent dans les applications qu'on utilise. Et en particulier, on s'intéresse à une forme spéciale qui s'appelle le deep learning. Deep learning, c'est pour réseau profond en français. Et du coup, ça s'inspire en fait du fonctionnement des neurones de notre cerveau qui fonctionnent en réseau. Donc en fait, depuis les premières années de l'intelligence artificielle, on a créé ces algorithmes, les réseaux de neurones, qui ont été utilisés au départ, mais qui fonctionnaient pas aussi bien que maintenant. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi justement. La raison principale, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour avoir des applications qui fonctionnent correctement. Et donc, avec l'essor du big data, des mégadonnées, à disposer de données en grande quantité et de données variées, ça a permis de faire fonctionner ces algorithmes beaucoup mieux. De plus, la puissance de calcul des ordinateurs a depuis beaucoup augmenté, ce qui nous permet de faire des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus puissantes. On verra que certaines s'entraînent pendant très longtemps. Et en parallèle de ça, il y a eu énormément de progrès de la recherche sur les architectures un petit peu. Donc en fait, les intelligences artificielles en ce moment qu'on utilise en priorité, ce sont des algorithmes intelligents qui apprennent et qui fonctionnent sous forme de réseaux de neurones. J'ai essayé de dresser un petit paysage des applications. Évidemment, tout n'est pas là, mais vous avez peut-être rencontré autour de vous des applications dans le domaine du traitement du langage. C'est les algorithmes qui vont s'intéresser à analyser la parole ou le texte écrit, le traitement de l'image et du son, de la vidéo. Ça concerne aussi les systèmes prédictifs, la robotique, les systèmes de recommandation qu'on a dans beaucoup d'applications.
voilà, c'est assez vaste les domaines d'application. J'ai mis ici les principaux et évidemment ces algorithmes commencent à être répandus dans beaucoup d'applications métiers et évidemment ici la liste n'est pas du tout exhaustive. Ça peut aller de la santé, en passant par le commerce, le transport et même les médias. Et en particulier, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, ces domaines, ces applications vont être beaucoup probablement influencées par l'arrivée des IA génératives qui commencent à se répandre un petit peu dans nos usages. On constate en fait un engouement en fait autour de ces IA génératives dans différents domaines, que ce soit la recherche, le public ou les grandes entreprises. Vous voyez ici sur ce graphique un petit peu le nombre de publications en fonction des années. Ça a commencé un petit peu les travaux de recherche dans les années 2018 et depuis on voit que les articles de recherche qui parlent des IA génératives augmentent très 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 rapidement. En parallèle, au niveau des applications, des utilisations, on voit ici sur ce graphique le nombre de mois qu'ont dû attendre ces applications pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Regardez, vous voyez pour ChatGPT, c'est 2 mois uniquement qu'il a fallu pour atteindre ce seuil. Donc en fait, il y a vraiment un boom autour de ces IA. À quoi je fais référence quand on parle d'IA générative? En fait, ça va être des IA qui sont capables de générer des données réalistes dans le sens où on pourrait les prendre comme pour des productions humaines. Et donc, en particulier, la recherche a abouti à ce qu'on appelle les large language models. Ce sont des très 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 gros réseaux de neurones qui ont justement un petit peu des capacités pour générer différents types de données, comme le texte. Vous l'avez peut-être vu avec les IA de type ChatGPT. Qui génèrent différents types de textes, même du code informatique, du son, on peut générer de la voix, de la musique, et aussi des images ou des photos de façon assez réaliste en faisant plusieurs choses. Je vais essayer maintenant de détailler un petit peu, on va essayer d'ouvrir le capot pour essayer de comprendre un petit peu comment ces IA génératives fonctionnent, un peu sous le spectre des IA de génération de texte. Ça nous permettra de comprendre un peu comment fonctionne le machine learning. Au départ, donc, on va prendre des très gros réseaux de neurones qui sont le résultat de la recherche. Et du coup, ces réseaux de neurones, on va les entraîner sur des jeux de données très, très grands et très, très variés. À titre d'exemple, la plupart ont utilisé Wikipédia, par exemple, ou plein de données qui pouvaient être disponibles sur le net. Ces intelligences artificielles vont être entraînées donc pendant un temps assez long. Pour les ordres de grandeur, c'est des milliards de mots, et pour l'entraînement, c'est plutôt de l'ordre de semaines. Et du coup, en fait, leur tâche à chaque fois, ça va être en leur donnant en entrée cette série de textes, l'IA aura pour charge de générer le prochain mot qui, ici, sera masqué en rouge. Donc, en fait, elle va passer sur tous les mots et sa tâche, c'est de générer le mot suivant. De cette façon, en fait, elle réussit, en parcourant beaucoup de textes, à se construire une sorte de représentation complexe qu'on appelle embedding. Et la grande force de ça, c'est que ça lui donne des capacités de généralisation, c'est-à-dire qu'on lui donnera des nouvelles données. Une fois qu'elle a fini son entraînement, elle sera capable de produire des choses réalistes. Et donc, une fois que ça a été fait, donc en général, dans pas mal d'applications, vous pouvez en disposer, l'utiliser tel quel. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ces modèles. Pour les IA génératives de texte, en général, on leur donne un prompt. C'est un petit bout de texte écrit qui va spécifier un peu le contexte. Par exemple, ici, moi, je suis data scientist et je vais lui dire, voilà, tu vas te comporter comme un expert de la data science et tu vas me rédiger une petite fonction pour faire tel truc. Et donc, ce contexte, il est important pour spécialiser un petit peu le résultat de ce que va donner l'IA. Ça, c'est l'utilisation basique. On peut raffiner un peu les choses en utilisant des techniques comme Retrieval Augmented Information. En fait, on va utiliser les techniques d'information pour aller sélectionner de façon intelligente un ensemble de documents à donner en contexte pour spécifier un peu mieux le prompt. Par exemple, si je m'intéresse à la santé, je pourrais essayer de sélectionner des documents médicaux pour essayer de faire en sorte que le prompt en entrée soit plus spécifique au vocabulaire de la médecine, par exemple. Et encore, si on va aller un peu plus loin, on peut même réentraîner, ça va être l'étape du fine-tuning, on peut réentraîner en partie ce gros modèle avec des données spécifiques. Encore une fois, si je m'intéresse à la médecine, je peux vouloir être intéressé qu'il apprenne le vocabulaire, le jargon ou la façon de générer du texte qui serait conforme au milieu médical. Voilà un petit peu pour la façon dont on va utiliser ces IA.
Et du coup, je vous en ai mis un petit peu quelques-unes, et ce sont pas les seules. On connaît, beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent GPT-4 d'OpenAI. Il y a l'équivalent chez Google, Bard, et Facebook, Llama 2. Et il y en a plein d'autres qui sont moins cités. Il y a chez les IA génératives d'images, on a des IA qui sont capables de faire beaucoup de choses dans les images, comme modifier l'intérieur ou l'extérieur d'une image. Mais souvent, ce qui revient, ce qui est pas mal utilisé, c'est le... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Alors, juste ce bouton-là quand tu vas taper. Il faut pas. Pardon. Je pensais que c'était le pointeur. Pardon. Du coup, donc, la capacité qui est pas mal utilisée, c'est le prompt to image. C'est assez intéressant. Vous lui donnez une instruction de texte, et elle va générer une image correspondante. Par exemple, dessine-moi un dragon dans le ciel avec un style médiéval. Donc voilà, parmi les plus connus, il y a DALL-E, Stable Diffusion ou Midjourney que vous pouvez utiliser, qui sont à la portée un peu de tout le monde en termes d'utilisation. Il y a des IA génératives de son aussi. Le même laboratoire, Stability AI, propose le modèle Stable Audio qui permet de générer de la musique et de la voix. C'est pas encore toujours dingue, mais allez essayer. Donc en fait, j'ai l'impression que on se dirige un peu peut-être vers des IA qui ont des capacités multitâches. Il y a quelques années, je vous aurais dit, ouais, attendez, le machine learning, c'est peut-être des algorithmes qui donnent des bons résultats, mais dans une tâche très précise. Avec ces modèles, ces gros modèles, les large language models, ils sont capables de faire des choses qui concernent plusieurs tâches. La traduction, par exemple, résumer un texte, répondre à des questions, et même l'analyse de sentiments. Ça consiste à dire si le texte est positif ou négatif. Donc, peut-être qu'on va se diriger vers des IA qui seront de plus en plus capables de faire des tâches variées, mais probablement pas autant que dans l'imaginaire collectif. On est encore loin d'une intelligence artificielle générale, celle qu'on voit dans les films à la Ex Machina ou Her. On n'a pas des IA qui sont conscientes. Hein. La forme d'intelligence de ChatGPT, elle peut être assez relative. Et du coup, ça pose, vu qu'on imagine souvent des impacts sur la société assez négatifs dans ces films, ça pose un petit peu la question de quel impact peuvent avoir ces modèles dans la réalité. La première chose que j'ai constatée, c'est que ça générait des avis très polarisés. En fait, soit ça va détruire l'humanité, soit c'est une révolution extraordinaire. C'est la preuve que ça suscite beaucoup de débats. Et du coup, j'ai constaté, moi, en faisant un petit peu mon enquête, qu'il y avait déjà une utilisation assez importante des IA génératives. Il y avait différents types d'utilisateurs. En grande partie, ceux qui ont commencé, ça, c'est les entreprises qui commercialisent ces services. Il y a beaucoup les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, et de startups aussi qui proposent de plus en plus d'outils à utiliser sous forme de logiciels ou d'API, par exemple. De plus en plus, en interne, les organisations commencent à se positionner pour automatiser des tâches avec ces IA. Et évidemment, le grand public s'en sert aussi puisqu'elle commence à être intégrée de plus en plus dans les logiciels. En termes d'implication sur différents domaines de la société, il y a des questions aussi qui se posent, professionnelles ou informationnelles. Le fait de pouvoir générer du texte ou des images en grande quantité avec des IA pose clairement des questions de droit d'auteur, par exemple, ou de processus adoptés dans l'entreprise pour le bon usage de ces intelligences artificielles, et évidemment des questions aussi environnementales et éthiques. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop vite et de manquer de recul? Ça, c'est une question que je me pose en particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et du coup, il y a une autre question aussi qui m'a animé quand j'ai préparé la présentation, c'est de savoir en fait si on a vraiment une adoption massive de l'IA. En fait, si on lit des rapports, c'est pas aussi clair que ça. Et évidemment, on converge pas vers un avis similaire pour tous, mais ce qu'on peut constater, ce qu'on peut retenir, je pense, c'est que le niveau d'adoption, il est assez variable. Hein. Les institutions publiques ou les grands groupes utilisent pas l'IA de la même façon, avec la même quantité. Il y a aussi des challenges scientifiques et techniques à relever dans le futur pour améliorer ces outils qui sont encore pas parfaits. Et clairement aussi, à mon avis, on sous-estime les challenges organisationnels et éthiques à utiliser ces intelligences artificielles dans la vie de tous les jours comme dans le travail. Donc, est-ce qu'on va vers une accélération de l'adoption ou est-ce qu'on est plutôt à s'adapter à cette révolution? Je saurais pas le dire, mais je serais intéressé d'avoir vos avis. Et je voulais vous partager quelques questionnements et propositions sur un bon usage de ces IA. Du coup, quelques points de vigilance pour commencer. Elles concernent la limitation du machine learning. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au départ, la plupart des IA qu'on utilise sont du machine learning. Elles apprennent à partir des données. Et en fait, on a tendance à oublier qu'elles font des erreurs. C'est assez facile de le faire avec ChatGPT et consorts, par exemple, parce qu'on a l'impression que
c'est facile en fait, mais il faut vraiment bien examiner ce qui se passe en sortie de ces IA. Elles font des erreurs statistiquement, c'est inhérent à leur nature. De plus, il y a souvent des problèmes. Enfin, il y a la question des biais que peuvent générer ces algorithmes. Les biais peuvent être dans les données, ou alors peuvent être dans les modèles eux-mêmes, et on peut, par certaines utilisations, et c'est déjà le cas, renforcer ou créer des discriminations d'ordre sexuel, racial ou d'autres. Donc ça, je pense que c'est pas très souhaitable. Et un des gros problèmes qui est assez particulier, spécifique au deep learning, c'est que ce sont des boîtes noires. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile d'aller comprendre les décisions qui ont été prises par ces IA. Et donc ça peut poser des questions particulières dans des domaines comme la santé, où on a besoin de savoir ce qui se passe. Il y a aussi des questions sur les usages. En fait, le coût de ces services qui, certes, sont pas très chers dans un usage ponctuel, mais dans un usage régulier, la question peut se poser. Les connaissances requises au préalable pour utiliser ces IA, est-ce qu'on peut tous s'en servir de façon pertinente? Et elle nécessite, le point écologique, c'est qu'elle nécessite de plus en plus de ressources, et ça va avoir un impact non négligeable, je pense, sur le déploiement massif de toutes ces IA. Au niveau des concepteurs, il y a sûrement des questions à se poser. Moi, j'ai des points de vigilance qui m'alertent un petit peu sur la transparence qui se perd un petit peu. On ne sait pas trop comment elles ont été entraînées, avec quelles données. On n'a plus trop accès aux modèles. C'est un petit peu dommage. Ça rompt avec la tradition d'avant de l'ouverture. Et aussi, est-ce qu'il y a des précautions suffisantes avant de les ouvrir au grand public? Par exemple, ChatGPT, voilà. Est-ce que OpenAI a pris des précautions suffisantes pour limiter les usages abusifs de ChatGPT? À mon avis, il y a des choses à faire là-dessus. Donc, évidemment, il y a des enjeux éthiques puisque les intelligences artificielles peuvent avoir des applications maladroites. Là, si je vous demande ce que vous voyez, chien, chat, et ben en fait, c'est un chat. L'image originale est un chat et on a entraîné une IA à appliquer une déformation sur l'image à droite qui trompe la perception humaine. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais il y a clairement ça pose des questions. Ça peut aller un petit peu plus loin, comme les deepfakes. Vous avez sûrement vu ça. On a l'acteur à droite qui parle et son discours est retranscrit avec même le mouvement des lèvres sur Obama, par exemple, ici en l'occurrence, pour lui faire dire ce que l'acteur veut lui faire dire, par exemple. Les questions éthiques, si je devais les résumer, il va y avoir la question des régulations de l'IA, les impacts sociétaux de l'IA sur la société, avec ces points-là en particulier qui sont à réfléchir, la fiabilité de l'information qui est générée avec ces IA, les biais, les droits d'auteur, et en particulier les impacts environnementaux, puisque ces IA nécessitent beaucoup de temps, d'énergie, en fait, d'électricité, du coup, à être entraînées et utilisées à chaque fois par beaucoup de monde. Du coup, ça pose la question de l'énergie et du matériel informatique. Donc, je vais terminer par une petite proposition de comment s'en servir de façon raisonnable. Au niveau des gens qui créent les IA, les laboratoires, les entreprises, eh bien, il y a des mouvements qui émergent, notamment l'AI for Good, et ces mouvements-là, en gros, ils prônent les valeurs suivantes, la fairness, c'est-à-dire d'essayer de faire des IA qui sont justes, de pas discriminer de plus dans les usages, par exemple, le sexe ou la religion de certaines personnes, d'avoir des IA qui soient le plus explicables possible, de comprendre les décisions qui sont prises par ces IA, et d'avoir des IA frugales, c'est-à-dire un peu moins gourmandes en ressources. Donc ça, c'est un courant qui se développe un petit peu, qui gagnera, à mon avis, à être développé. Au niveau des acteurs plutôt institutionnels ou des experts, il y a de plus en plus de manifestes, de recommandations. Si vous vous intéressez à aller voir ce qui se passe, je vous invite à aller voir, par exemple, la déclaration de Montréal pour une IA responsable. C'est une déclaration qui est assez chouette, en 10 principes, comme la déclaration des droits de l'homme. Elle propose des principes. Il y a de plus en plus de comités d'éthique qui se forment dans les labos, dans les organisations, les entreprises, et des législations qui arrivent, en particulier l'AI Act, qui est l'équivalent de la RGPD. C'est une loi européenne qui risque d'arriver en 2025. Et pour terminer, je vous propose quelques petits conseils en tant qu'utilisateur. La première, ce serait déjà de s'informer, comme soit un peu des limites de l'utilisation de ces IA, de définir et toujours questionner son besoin. Est-ce qu'on a toujours besoin d'une IA pour faire une tâche, de mesurer l'impact un peu de ces IA. Elles ont des performances qui peuvent varier dans le temps. Il faut toujours vérifier surtout si c'est pour un usage professionnel, si elles ont des performances suffisantes, et essayer de privilégier des outils un peu plus éthiques. On a l'impression de ne pas avoir toujours le choix, mais il y a de plus en plus d'alternatives qui se développent. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions avec impatience.
Ouais. Je vous félicite parce que c'est très appréciable. J'espère voir le replay. Je pense qu'il sera disponible, non? Oui. Merci, bravo. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? J'avais une question, c'était concernant l'impact de l'IA. Vous avez parlé de l'impact environnemental, de l'impact éthique. Par rapport au fait qu'il y a un risque que les IA se diffusent trop vite ou trop rapidement, est-ce que l'impact aussi économique va peut-être pas un peu freiner tout ça? Parce que vous avez parlé des ressources dont on a besoin pour faire tourner ces modèles d'IA et toutes ces technologies. J'imagine que c'est pas gratuit et payer ChatGPT $20 par mois, je doute que ça permette une balance. C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse à ta question, parce que c'est une prédiction, mais effectivement, c'est un point qu'on sous-estime peut-être un peu en tant qu'utilisateur novice ou pas très régulier. Ces services dans le cloud, ils sont assez faciles à utiliser, mais très vite, quand on en a un usage fréquent, ça peut revenir très cher. Peut-être la solution dans ce cas-là, si ton cœur de métier repose là-dessus, c'est de faire appel à des spécialistes qui, eux, vont faire les choses avec leurs propres outils. C'est un élément de réponse. Mais bien malin qui pourra savoir quel va être l'impact économique, enfin comment l'économie va avoir un impact peut-être sur l'utilisation de ces IA, je sais pas. En tout cas, on peut noter une chose, c'est que pour l'instant, beaucoup de gens s'en servent, je pense, à titre personnel, de façon gratuite, et on se rend peut-être pas compte de cet impact-là. Une autre question? Moi, ma question concerne, c'est un point qui, peut-être que je suis passé à côté, mais on a vu qu'il y a eu une succession d'hivers dans l'historique de l'IA. À quoi ont été dus ces hivers? Globalement, les créateurs de l'intelligence artificielle au départ de la discipline, ils avaient des ambitions un peu démesurées. Pour te donner un ordre d'idée, ils se disaient en 56, dans les 20 ans qui vont venir, on va résoudre tous les problèmes avec des algorithmes. En fait, ils ont été clairement ambitieux. Du coup, ça a généré une hype assez incroyable au niveau dans la recherche et même des investissements. Et ensuite, quand on s'est confronté à des applications plus réalistes, on s'est rendu compte que c'était plus difficile que ça. Et c'est pour ça que je montre cette slide, parce qu'en ce moment, on est dans une phase de hype où on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Qui saurait prédire si, en fait, il n'y a pas un autre hiver qui va arriver? Voilà, c'est juste pour ramener les choses en disant que peut-être que l'IA va pas tout changer et tout détruire, et que, au contraire, on ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Est-ce qu'on est dans cette phase aussi d'hyper-euphorisme? J'en sais rien. Peut-être les dernières questions, alors, du coup? Ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Combien de questions? Je sais pas, allez-y. Je vais essayer de répondre rapidement. Je me pose la question, est-ce qu'on a déjà des indices sur qu'est-ce qu'il y aura au sein de ce AI Act? Je n'ai pas du tout suivi, j'apprends son existence là à l'instant. Alors, j'ai pas suivi les développements récents, mais en gros, ça va concerner, il va s'agir de catégoriser les usages des IA en différentes catégories, 4 ou 5 grandes catégories, il me semble, en fonction de leur impact qu'elles vont avoir, et de potentiellement interdire certains usages. Ouais, c'est ça un peu l'idée générale, pour éviter des biais, par exemple. Donc, ça va être un peu l'équivalent de la RGPD, puisqu'elle va s'appliquer un peu à tous les usages de l'IA. On ne sait pas encore comment sera la loi finale, mais c'est un peu la teneur. Du coup, ma question, ce serait par rapport à l'évolution de l'IA. Tout à l'heure, vous disiez que ça évolue peut-être un peu trop vite. Du coup, pourquoi trop? Et surtout, quelles sont les perspectives d'évolution et ses futures applications? Très bonne question. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les large language models, les IA génératives ont beaucoup la cote en ce moment dans la recherche et aussi au sein des utilisateurs. Donc, je pense que la stratégie globale des majors de l'industrie, c'est d'aller développer encore plus ces IA-là pour leur faire beaucoup plus de choses et en gros avoir une utilisation multitâche, un peu comme ce que je disais dans la présentation. C'est mon intuition. Voilà. Merci. Je vais laisser la place peut-être. Merci.